Nous nous retrouvons dans cette vidéo qui fait directement suite à la vidéo précédente où nous avons écrit un bout de code dans CodeBlocks et nous allons présent voir dans cette vidéo comment l'améliorer un petit peu et comment faire en sorte que notre programme soit un peu plus dynamique et qui ressemble un peu plus à un programme classique que vous serez amené à écrire en langage C. Tout d'abord, lorsque j'appuie sur le bouton en haut qui permet de recompiler mon programme, et bien vous voyez dans la fenêtre du bas sur build log, donc les logs de compilation, et bien on voit justement la commande ici. Vu que je suis sur Windows, pour moi c'est mingw32gcc.exe où on a -wall pour faire un warning, pour avertir donc toutes les choses qui demandent justement un avertissement, on les affiche à l'écran. On a -g pour le débogage, -c avec le fichier main.c qu'on est en train d'éditer. Ensuite le -o pour output et notre programme main.o. Et puis on a G++, alors c'est aussi valable pour C++, mais ça fonctionne très bien en langage C. Et on crée ici avec -o notre langage C.exe qui est notre programme Windows correspondant au code source qu'on est en train d'éditer et qui utilise main.o. Vous voyez donc que CodeBlocks nous affranchit un petit peu de ces étapes à taper manuellement par rapport à Linux, à Mac ou en tout cas même à Windows d'ailleurs. C'est-à-dire que sans environnement de développement, on pourrait très bien tout faire à la main, mais en tant que programmeur, on le fera rarement quand même. On utilisera plutôt des outils de ce type pour nous faciliter la tâche tout de même. Mais vous voyez que ça fonctionne bien en arrière-plan, c'est bien cela qui se passe. Je reprends donc mon code où nous avions demandé à l'utilisateur de donner un chiffre entre 1 et 5 et on affichait tout simplement ce qu'il tapait à l'écran en vérifiant tout de même qu'on est bien dans l'intervalle 1 inclus jusqu'à 5 inclus. Maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est faire une fonction qui prend en paramètre ces chiffres 1 et 5 ou d'autres pour justement la rendre dynamique et nous éviter de devoir taper en dur comme on dit dans le code. C'est-à-dire qu'ici vous voyez que j'ai mis 5, 1, ici également 1, 5. C'est ce qu'on appelle mettre des choses en dur dans le code, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer ensuite. Mais nous on aimerait bien les changer. Donc regardez ce que je vais faire, je vais en fait copier ce que j'avais mis dans mon main, à part le return 0, je vais aller au-dessus et on va créer une fonction. Alors on va créer une fonction qui ne retourne pas de type particulier, on va donc mettre void, vide, on ne retourne rien. On va l'appeler afficher, alors par exemple ligne, donc je vais l'appeler afficher ligne, je vais créer le corps de la fonction, enfin le squelette de la fonction, et je vais donc recopier ici à l'intérieur ce qu'on avait mis précédemment. Si maintenant je mets dans main, j'ai juste à marquer ici afficher ligne. Vous voyez que CodeBlocks me propose directement ceci. J'oublie pas le point virgule. Ça fait exactement la même chose qu'on a vu précédemment. Sauf que cette fois-ci, quand le système arrive dans main, il va aller dans afficher ligne, il va aller ici et puis il va lire tout simplement, exécuter tout simplement ce qu'on lui a demandé de faire. Maintenant, on va rendre cela dynamique comme je le disais auparavant. On va donc par exemple dire ici, au lieu d'aller jusqu'à 5, on va aller jusqu'à max. Et au lieu d'aller depuis 1, on va depuis min. On a donc l'intervalle minimum, maximum. Et ici, pareil, on va mettre un %d, puisque ce sont des entiers, %d. Et avec virgule dans printf, on va mettre de min, virgule à max. C'est-à-dire que ici, %d se transformera en min, et l'autre %d se transformera en max. On va donc devoir mettre cela en paramètre de la fonction int, puisque ce sont des entiers, min, virgule, int, max. Ce que ce code nous dit, c'est que la fonction afficher ligne ne renvoie rien, mais elle demande un entier minimum et un entier maximum. Lorsqu'elle a ces informations que le reste de l'appel de la fonction lui donnera, eh bien on commencera, on mettra input 0, très bien, donner un chiffre entre %d min, donc si on met 1 entre 1, et max si on met 5 entre 1 et 5. Et puis ici, tout se fera également proprement et sera à présent dynamique. Sauf que maintenant, lorsque j'arrive dans main au début, eh bien afficher ligne, il faut que je renseigne les 10 paramètres ici. Je peux donc mettre par exemple 1 et puis on va mettre 10 pour changer un petit peu. Si maintenant je compile ceci et je l'exécute, eh bien vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien qu'on avait vu précédemment. Donner un chiffre entre 1 et 10, si je mets 0, il me dit de continuer. Si je mets 11, il me dit de réessayer. Si je mets 5, il me dit vous avez entré 5. Ça c'est donc un fonctionnement plus classique, plus simple. On pourrait très bien imaginer à présent faire un deuxième afficher ligne. Et cette fois-ci, on va lui dire par exemple entre 1 et 5. Si je réexécute cela, on aura donc le premier. Si je lui mets 6,
on est OK, il nous demandera ensuite entre 1 et 5. Vous voyez que ça nous arrange de ne pas devoir réécrire le code, on utilise cette fois-ci une fonction, et plus particulièrement, on dit qu'on appelle la fonction afficher ligne. Alors je vais le renlever parce que on n'a pas besoin d'en mettre deux non plus ici. Et maintenant, alors on pourrait très bien imaginer que ma fonction afficher ligne, elle fonctionne très bien comme ça, mais si j'ai beaucoup de fonctions à mettre dans mon code, on pourrait imaginer qu'il y en ait en dessous de la fonction main, ou simplement qu'on voudrait la mettre en dessous. Comme ça, on voit, on commence par main, et puis on a nos fonctions. Alors ça fonctionnera probablement, si je compile, voilà, ça fonctionne, mais si on se rend dans le build log en bas, eh bien on voit qu'il nous met 2 warnings, et il nous dit donc, attention, la fonction afficher ligne a été déclarée précédemment, elle est déclarée implicitement en fait, parce que le système ne la connaît pas lorsqu'il arrive dans main afficher ligne, puisqu'elle est en dessous de la fonction main. Regardez, si je la remets au-dessus et je recompile, on nous dit 0 erreur, 0 avertissement. Donc là, on est bon, mais si je la mets en dessous, le système n'aime pas trop. Alors il nous met juste un warning, il compile, donc il dit que c'est bon, il arrive à comprendre, mais en temps normal, en C, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours déclarer les fonctions avant la fonction main, c'est-à-dire avant la ligne 4 ici. Pour ce faire, on copie simplement la première ligne de chaque fonction, sans le crochet de fin, et je vais la copier au-dessus de main avec un point-virgule à la fin. Vous voyez donc, je garde le type, le nom et les paramètres de la fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle un prototype de fonction. Je mets donc le prototype de fonction avant main, et je peux mettre les fonctions ensuite après main. Comme ça, le compilateur, lorsqu'il arrivera ici, la ligne 8, il dira « Ah oui, afficher ligne, c'est bon, on l'a vu, il a déjà été déclaré, moi ça me va. » Regardez, si on compile maintenant, on a 0 erreur, 0 alerte, tout est bon pour le compilateur. Ça me permet d'introduire un autre concept très important par rapport au langage C, qui sont les fichiers en tête, les headers, et les fichiers .c. On a les fichiers .c et les fichiers .h. Vous avez dû voir déjà qu'on a en ligne 1 et 2 des inclusions de fichiers header, justement, les .h, stdio et stdlib, qui nous permettent d'importer des fonctions comme printf, scanf, etc. Eh bien, on peut très bien créer nos propres bibliothèques de code, et ça va vraiment nous arranger, parce que là, l'exemple n'est pas très parlant, parce qu'on a une fonction, un code main.c relativement petit qui tient en 20 lignes, mais imaginez que si vous souhaitez créer un gros programme, eh bien vous aurez potentiellement un fichier ici qui aurait 1000, 2000, 5000, 10 000 lignes, et ça devient vraiment pas facile à comprendre. Lorsqu'il faut descendre, chercher ce qu'il faut, c'est pas vivable. Du coup, ce qu'on fait en programmation C, et même en programmation de manière générale, c'est qu'on va séparer nos codes. Par exemple, ici, on va pouvoir créer un code séparé qui contient nos fonctions d'affichage. Afficher ligne, on pourrait faire afficher colonne, afficher, etc. Parfois, on peut mettre qu'une seule fonction par fichier séparé. On les regroupe plutôt par thème. Par exemple, pour bien comprendre, si vous avez par exemple la bibliothèque de mathématiques, toutes les fonctions mathématiques sont regroupées dans une bibliothèque donnée, dans un fichier .h donné. Et on va donc faire ceci avec notre fonction, par exemple, afficher ligne. Pour ce faire, je vais cliquer sur File, New, et je vais cliquer sur File. On va donc créer un nouveau fichier, et ici, vous voyez qu'il nous propose justement, dans la partie Files, des entêtes, des headers C ou C++, et des fichiers sources C ou C++. On va commencer, on va mettre un fichier header en tête. On a notre petit utilitaire qui se lance. On nous demande ensuite le nom et le chemin complet du fichier. Alors là, on va cliquer sur parcourir et je vais précisément me rendre là où j'ai créé mon projet langage C. Chez moi, c'était sur le bureau, et je vais donc créer mon fichier ici dans le dossier langage C. On va l'appeler afficher.h. On clique sur enregistrer. Vous voyez ici, il nous remplit des choses par défaut. N'oublions pas ici de cocher debug et release. Ça nous permettra ensuite, lors de la compilation, d'inclure ces fichiers dans notre programme, parce que sinon il va les traiter à part. On peut aussi cocher all si vous voulez, tout simplement. Et on appuie sur Finish. Vous voyez qu'il nous remplit des choses ici. On a un fichier afficher.h qui vient juste de se créer, avec déjà des choses dedans. On va tout de suite en reparler, mais vous voyez sur la colonne de gauche qu'on a un dossier supplémentaire headers avec afficher.h qui s'est mis ici. En fait, ces directives-là, tout simplement, nous permettent de ne pas répéter, de ne pas réinclure notre fichier d'entête, parce qu'en fin de compte, on a besoin de l'inclure qu'une seule fois. Comme ici, vous voyez, j'ai mis afficher ligne une seule fois, mais j'ai pas besoin de le mettre 5 fois. Donc, pour être sûr qu'on ne le mette qu'une fois, on met si if not def, si non défini afficher h included, eh bien on le définit. Comme ça veut dire le code qui sera ici, eh bien s'il n'a pas déjà été défini,
on l'ajoute, sinon on ne l'ajoute plus. Et devinez quoi, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va rajouter tout simplement nos prototypes. Je vais donc le copier ici, afficher ligne, et à la place, donc puisqu'il n'y aura plus rien ici, et bien c'est là que je vais faire mon include. Et là, on serait tenté de mettre des guillemets comme ça, des chevrons, comme on l'avait vu précédemment, mais il y a une petite distinction à faire, parce que les stdio, stdlib et plein d'autres font partie de la bibliothèque standard du langage C. Ce sont des fonctions standards qui sont en fait livrées, si vous voulez, avec le langage C. Mais ma fonction afficher.h, enfin mon fichier afficher.h n'est pas standard, et pour ce faire, on le différencie, on va mettre des guillemets doubles comme une chaîne de caractères en fait, de cette façon. Et vous voyez que ça va tout simplement remplacer le include ici par notre prototype. Ça va revenir au même qu'on avait vu avant. On aura notre prototype qui sera bel et bien déclaré avant main. Et du coup, tous ces fichiers .h contiennent en fait des prototypes comme ceci, et non pas des corps de fonctions, pas des fonctions entièrement terminées, mais juste des corps de fonctions. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais dans ce cas-là, on a mis le prototype dans un fichier, ça ne sert pas à grand-chose, surtout que c'est qu'une seule ligne, et notre fonction est là. Mais bien sûr, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout cela. Je vais faire CTRL X, et on va à nouveau aller dans File, New, File. Cette fois-ci, on met un fichier C, on appuie sur Go, on y appuie sur Next, on choisit bien le langage C ici. Et là, tout comme avec le fichier précédent, on va lui donner un nom. On va d'abord parcourir d'ailleurs pour le sauvegarder dans le même dossier. On va l'appeler afficher.c cette fois-ci. On appuie sur enregistrer, on coche à nouveau nos deux cases ici et on clique sur Finish. Là, de la même façon qu'avant, on a un fichier qui vient de se créer, afficher.c, qui est lui vide et qui s'est affiché ici dans le dossier source. On va copier simplement le code qu'on avait coupé tout simplement de la fonction main.c. Et là, vous voyez que notre code main est à présent beaucoup plus épuré, où on a vraiment juste la fonction main avec notre fonction afficher ligne qui est ici, qui viendra du fichier afficher.h, qui lui saura qu'on est dans afficher.c. Mais là, il faut justement rajouter des choses pour que le système le sache. Et là, tout d'abord, il faut bien comprendre ce fichier afficher.c, c'est comme notre fichier main.c. On aura également besoin de ces include, parce que vous voyez qu'ici, j'ai toujours mon printf et mon scanf qui sont définis là-dedans. Donc, comme dans main, je ne les utilise plus, je vais les enlever d'ici. Et je vais les mettre en haut de notre fichier afficher.c. Et pareil avec afficher.h, alors ici j'en aurais quand même besoin dans main, puisque j'utilise justement afficher ligne qui est dans afficher.h. Donc celui-ci, il faut le garder dans main, et je peux également le mettre ici dans afficher.c. Alors c'est pas absolument nécessaire, puisque justement on déclare uniquement la fonction, il saura donc ce que c'est. Et c'est un petit peu pour ça, si vous voulez, qu'on a mis notre if not def ici, pour justement parce qu'on peut l'inclure un petit peu partout dans notre code et on ne va pas afficher 50 fois notre fichier afficher ligne. C'est pour ça en fait qu'on utilise un petit peu ce concept. Voilà, maintenant j'ai donc, si je reviens dans mon fichier main, vous voyez que c'est très clair, on a afficher.h qui contient la fonction afficher ligne. En tant que programmeur, notre code main.c est très clair, on a juste la fonction main. Si on veut comprendre d'où vient ce fichier, on va dans afficher.h, on voit que, ah bah tiens, ici il nous dit qu'il y a un min et un max. Ici, bien sûr, ce que j'ai pas précisé, mais ce qui est évident, on pourrait commenter ensuite ici et dire fonction qui permet d'afficher une ligne, etc., etc. Donner des commentaires utiles, bien sûr. Dans afficher.c, on aura le code en question de la fonction, on peut également le commenter ici. Et du coup, alors maintenant vous avez vu que j'ai dit afficher ligne, mais ici on n'affiche pas beaucoup de lignes pour l'instant, on nous dit juste vous avez entré quelque chose. C'est pour ça que je vais en fait compléter maintenant mon code de fonction, je vais aller après mon printf que j'avais fait précédemment. Et ici on va dire for pour int i égale 1. On va donc déclarer directement dans la boucle for une variable appelée i qui est un compteur. On va dire qu'il vaut 1 par défaut. On va dire là, ensuite la condition après un point virgule. On va dire que tant qu'il est inférieur ou égal à input, qui est donc ce que l'utilisateur a entré au clavier, le fameux chiffre dans l'intervalle min-max, on met nouveau un point virgule et on dit i égale i plus 1. Ce qui veut dire que i va être incrémenté à chaque tour de boucle. Si i vaut 1, eh bien i vaudra 1 plus 1, donc 2, puis 3, puis 4, etc. On peut raccourcir cela, c'est ce qu'on fera souvent, et c'est ce qu'on fait en fait tout le temps en langage C, on mettra i++, qui veut exactement dire la même chose, i est égal à i plus 1. À présent, on a le corps de la fonction for,
Et ici, on va pouvoir dire, puisqu'on dit afficher ligne, alors bon, on va dire, on va afficher une ligne par exemple avec des dièses, et on va afficher un dièse en fait à chaque tour de boucle. C'est-à-dire ici, vous voyez que si l'utilisateur tape 5, il dira de i égale 1 à 5, on affiche un dièse, un deuxième dièse, un troisième dièse. On ne met pas de retour à la ligne, puisque comme ça, on va justement faire une ligne de dièse. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et je vais rajouter quelque chose pour qu'on voit ça clairement, parce que le programme s'exécute tellement vite qu'on verra rien du tout se passer. Je vais mettre sleep 1 qui va nous dire au programme attendre une seconde. Et la fonction sleep n'existe pas dans ces stdio ou stdlib. Il faut inclure une bibliothèque supplémentaire. Je vais donc le faire. Elle est aussi standard et elle s'appelle unistd std.h. Voilà donc, je vais compiler tout pour voir ce qui se passe. On me dit 0 erreur, 0 avertissement, c'est parfait. Vous voyez à nouveau la commande gcc ici, qui nous dit par exemple que d'abord on compile afficher.c, le fameux fichier que je viens de faire ici. On compile ensuite notre fichier main, et vous voyez que ensuite on les lie ensemble pour faire le programme langage c.exe. On lit afficher.o, le fichier binaire résultant de afficher.c et afficher.h, enfin afficher.c du coup, parce qu'afficher.h ne servira pas à grand chose, le code il est là. Et donc on lit ce code là de afficher.c au fichier main, et on crée donc notre programme exécutable. Ça c'est les phases de compilation classiques. Et si j'exécute donc mon programme, donner un chiffre entre 1 et 10, on remet 11, il ne le fait pas. Si on dit par exemple 5, et bien on a 1 dièse, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça que je disais en fait afficher ligne, si vous voulez, ça nous permet d'afficher une ligne de dièse. C'est juste pour l'exemple, hein, c'est vraiment une fonction qui ne sert pas à grand chose, mais pour vous montrer qu'on peut faire ainsi ce type de fonction. Et ce type de code d'ailleurs qui est maintenant standard et qu'on peut améliorer. On peut créer maintenant d'autres fiches, d'autres bibliothèques de code, on peut faire des choses dans notre fonction main, on peut afficher plusieurs lignes différentes, etc. etc. Vous voyez que à partir de ce moment-là, on a créé un programme vraiment classique et standard par rapport au langage C. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On va voir un petit peu comment faire des programmes un peu plus utiles dans les vidéos précédentes. Mais en tout cas, j'espère que ça peut vous servir de bonne base.